Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une conversation entre deux professionnels qui décident de discuter entre eux d'un sujet extrêmement intéressant. Et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait commencer simplement en opposant, peut-être pas opposer, mais finalement discuter de tout ce qui était appareil photo hybride et est-ce que l'hybride est un bon choix aujourd'hui pour un professionnel pour faire de la photo? Alors moi je me présente, je m'appelle Vincent, je suis photographe de mariage et de reportage et je vais laisser la parole à Nico qui va permettre de se présenter également. Dis-nous tout. Salut Vincent, donc moi je m'appelle Nicolas, je suis photographe portraitiste spécialisé dans la photo de famille, donc ça va de la séance photo de grossesse, naissance, nouveau-né, famille et grande famille jusque presque 50 personnes. Et puis comme Vincent, je suis aussi photographe de mariage dans un style qu'on appelle le fine art. Voilà, donc effectivement aujourd'hui on va échanger sur cette question qu'on se pose de plus en plus puisque au moment de changer de matériel maintenant il y a plein de choix et est-ce que l'hybride est une solution à laquelle on peut... est-ce que c'est une solution à laquelle on peut adhérer? Exactement. Et pour le coup, pour raconter mon parcours de vie, parce qu'il faut bien parler ou commencer par quelque chose, moi je travaille avec un plein format Nikon D4S et récemment j'ai fait l'acquisition d'un Nikon Z6 et j'ai décidé que ça allait être mon nouveau vaisseau amiral. Alors progressivement, mais je vais commencer à l'utiliser comme second boîtier sur les mariages pour pouvoir avoir des photos bonus. Alors est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on va parler des fonctionnalités techniques et de voir ce que ça peut apporter. Alors, je sais, Nico, par expérience, et à force de discuter avec toi, que tu avais quelques griefs à faire sur les appareils photo hybrides. Dis-nous-en un petit peu plus. Est-ce que tu parles des 3 prises qu'on vient de faire pour réussir à faire cette vidéo ou des différentes conversations qu'on a eues? Alors oui, il y a eu 3 prises, mais je ne suis pas responsable de tout. Mais dis-nous tout quand même. Alors, pour ma part, donc, alors justement sur cette vidéo, vous allez voir, il y a 2 rendus d'images différents. Vincent filme avec son Z6 et puis moi, donc, je filme actuellement avec un D850. Il s'est posé à moi la question il y a un peu plus d'un an maintenant du changement de boîtier puisque mon matériel de mariage uniquement était vieillissant, je devais le changer et de ce fait on a reçu Sony dans nos locaux qui nous a présenté l'Alpha 7R3 à l'époque qui est donc leur vaisseau amiral à eux, enfin qui était à ce moment-là puisqu'elle a été remplacée par le 7R4 en tant que boîtier. Ils ont eu la gentillesse de nous le prêter pendant une semaine et donc on a pu donc je dis on puisque avec Lucille on a pu se faire un avis assez objectif sur le boîtier, c'est le cas de le dire, sur ses capacités, sur son rendu, etc., de la façon dont il fonctionnait. Les pour ce boîtier, moi j'ai trouvé que c'était un excellent appareil, vraiment qui marchait très fort. La prise en main est très bonne, l'ergonomie est très bonne, la construction est très solide, et les optiques de chez Sony sont extraordinaires, parce que c'est des optiques de chez Zeiss, donc ça marche très bien. Ça a été un boîtier qui était très bon, mais moi il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas voulu adhérer à ce boîtier. D'ailleurs, des choses dont on n'a pas parlé dans les prises précédentes et dont je viens de me rappeler. Ok. Le premier gros point négatif, déjà, dont je me souviens, c'était le menu. Chez Sony, qui est le mec qui travaille sur l'interface utilisateur? C'est imbuvable. Elle est indigérable, cette interface utilisateur chez Sony. J'y arrivais pas. Vraiment, j'y arrivais pas. Aller chercher, ne serait-ce que le mode portrait. Et je me souviens à un moment donné vouloir faire une vidéo, d'aller chercher un mode log. Mais j'ai passé des heures à chercher, à aller sur internet, de regarder. C'était compliqué, c'était super tendu. Déjà là, ça m'a un petit peu gonflé. La deuxième chose qui me gênait un petit peu sur ces boîtiers-là, ça a été la visée numérique. Donc avec cet écran dans le viseur, on en parlait plusieurs fois avec Vincent. Moi, c'est une chose qui me gênait un petit peu parce que on passe déjà beaucoup trop de temps sur des écrans, que ce soit sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones. Se remettre encore en plus devant un écran, cette lumière bleue, vous le voyez, moi j'ai des lunettes. Je fatigue, vraiment les yeux fatiguent, et puis on a un gros volume de séances par semaine, donc on est souvent l'œil dans l'appareil photo, j'en suis très content d'ailleurs, mais il y a un moment ça devenait usant pour moi d'être toujours devant un écran, et ce retour à une visée optique, le fait de rester sur une visée optique m'aurait quand même beaucoup plu, mais dans un hybride c'est pas possible. La troisième chose, c'est la durée de vie des batteries. Sony s'est amélioré là-dessus depuis, mais encore dans la 7R3 je crois, les batteries c'était quand même pas ça. Ça tient pas, par exemple, je prends le cas sur un mariage parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. Sur une journée de mariage complète, par exemple, la batterie ne tient pas. Donc on est obligé à un moment donné de changer de batterie. Alors je sais qu'on a des temps morts, on doit pouvoir les changer. Tout à l'heure, tu as fait une analogie qui était super rigolote avec Terminator 2 où tu enlèves ton chargeur, tu le remets tout de suite, mais
pour moi, il faut que la batterie puisse être là dans le boîtier et ne pas s'en occuper. On s'occupe déjà de changer les cartes mémoire, ça j'y viendrai après, pour des questions de sauvegarde, pour éviter de tout perdre. Donc se mettre les cartes mémoire plus les batteries, je préfère vraiment que les batteries ne bougent pas. Et aujourd'hui sur mon D850, j'ai une batterie dans chaque boîtier qui ne bouge pas de la journée. J'ai évidemment une batterie de secours, on ne sait jamais, ça reste de l'électronique. Mais voilà, c'est un gros point négatif. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'était l'histoire des sauvegardes sur carte mémoire. Chez Sony, il y avait deux slots SD, c'était très bien. Mis à part que le slot principal était en bas, c'était un peu décontenançant, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. La problématique, par exemple, chez Nikon sur le Z6 ou le Z7, même sur le Z50 d'ailleurs, il n'y a qu'une seule carte mémoire dedans. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas concevable de partir sur une prestation professionnelle avec une seule carte dans le boîtier. J'ai déjà eu des déboires avec des cartes mémoire, que ce soit en studio, que ce soit en extérieur. Heureusement que j'ai une carte de sauvegarde, parce que sinon, on perd littéralement des clichés, on perd des séances, on perd de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'on est des entreprises quand même, mine de rien, donc on ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça que par exemple moi ma configuration sur le D850 aujourd'hui c'est de dire j'ai une carte XQD de 128 Go, c'est celle que j'utilise actuellement, qui est doublée avec des cartes SD que je change au fur et à mesure de la journée. Et comme ça quand je viens pour vider ma carte mémoire le dimanche matin sur les différents supports de sauvegarde qu'il y a, je ne vide que cette carte là, mais si jamais par malchance elle venait à planter, j'ai toutes les petites sauvegardes qui sont derrière. Et pourquoi est-ce que je ne remets pas une grosse carte de sauvegarde? Bah c'est pareil, c'est pour démultiplier les risques d'erreur, on va dire. S'il y a une petite carte, et admettons ma carte de 128 a planté et une carte aussi à ce moment-là, eh ben, je n'aurais perdu qu'une partie des photos. Ce serait dramatique, mais qu'une partie. Et ça permet de démultiplier justement. Et ça, avec les hybrides, bah aujourd'hui on peut pas. Donc c'est ça aujourd'hui pour moi la vraie problématique. Donc d'un point de vue purement... En fait, je voulais juste te couper dans le sens où sur Sony, typiquement, vu que tu as 2 emplacements mémoire, tu peux quand même le faire. Mais je partage à peu près ton avis typiquement sur le Z6, où effectivement il n'y a qu'un seul emplacement mémoire, et que ça c'est bien gênant. Mais... Ouais, c'est un petit peu... Après... C'est un point... Si je peux juste terminer là-dessus, c'est un point de vue qui reste très pragmatique, mais très... Là, on est en dehors de pour l'instant, vous voyez, j'ai pas du tout parlé des aspects techniques, des boîtiers, etc., qui sont de toute façon très bons. Aujourd'hui, le moindre appareil photo qui sort en 2020 est très bon. À quelques rares exceptions, mais j'en ai pas en tête là. Les boîtiers sont très bons, mais aujourd'hui, ce qui va faire qu'on va différencier ces boîtiers les uns des autres, c'est un petit peu ce côté justement pragmatique et technique qui nous sert au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, moi ça fait 10 ans que je fais des photos de mariage. Des boulettes, j'en ai fait, trop. Des erreurs techniques, il y en a eu, des problèmes techniques, il y en a eu, et aujourd'hui c'est pour ça que quand on choisit un matériel professionnel, on peut plus se permettre d'avoir ce genre de soucis. Donc c'est pour ça que les problèmes s'enlèvent un par un avec l'expérience. De toute façon, plus on se fait d'expérience, plus on fait de conneries, plus on se rend compte de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et là aujourd'hui, l'histoire de la carte mémoire, pour moi, ça a été rédhibitoire au moment où ils ont annoncé les boîtiers. Donc voilà. Ok, bon. Et justement, alors, pour faire la transition, comment est-ce que toi tu l'as intégré dans ton workflow, justement ce Z6 par rapport à ton utilisation du D4S, etc. Comment est-ce que tu as pu l'intégrer par rapport à tout ça? Justement, c'est en prenant en considération que tout n'était pas rose dans le milieu des hybrides, en fait j'ai décidé d'articuler mes reportages de deux manières. Il y a le D4S qui est vraiment l'appareil que j'utilise en permanence pour toutes mes photos. D'ailleurs c'est l'appareil photo que je vais présenter éventuellement à mes clients pour leur dire voilà, je suis un pro, j'ai un appareil photo aussi lourd et imposant que celui-ci. Et le Z6 je vais l'utiliser comme appareil photo bonus. Donc toutes les photos que je ferai avec, ça sera des photos que je ne vends pas aux clients comme étant une certitude, mais pour lequel je suis sûr de moi. Enfin, typiquement, je suis sûr du matériel que j'utilise. Et malgré les deux, trois petits détails de fonctionnement qui bloquent encore, tu parlais de la carte mémoire, j'en suis totalement conscient. Après, il y a d'autres éléments que je développerai un petit peu plus tard. C'est vraiment l'appareil photo bonus de toute façon. Donc moi, je suis armé avec mon 24-70 et puis mon D4S. Je vais faire mes photos, tac, 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 tac. Et puis si à un moment donné, les conditions de lumière changent
drastiquement complètement, et puis surtout vu que je vais avoir une optique fixe sur le Z6, et ben je vais pouvoir sortir d'autres types d'images. Un espèce de deuxième photographe sera là et fera d'autres types de photos, et c'est ça que j'ai bien aimé. Et puis accessoirement l'appareil est quand même tellement léger, c'est un vrai plus pour la légèreté, pour les photos de nuit, le fait que le capteur soit rétroéclairé, le fait que le viseur soit justement rétroéclairé. Alors c'est un défaut dans le sens où effectivement ça fait au niveau des lumières bleues, ça peut accroître la fatigue oculaire, mais en même temps faire des photos de nuit et réussir à faire une mise au point, même sur un D4S qui est un appareil photo très haut de gamme, même s'il n'est plus forcément d'actualité, ben c'est quelque chose qui peut se révéler très très fatigant aussi, parce qu'on essaie de faire le point dans le noir. Alors que là, avec le Z6, j'ai gagné vraiment en simplicité et en efficacité. Et ça, c'est vraiment super cool. Après, pour les batteries, bah, je vais te paraphraser quelque part. Effectivement, un bon photographe a toujours des batteries d'avance. Toujours. Et ben là où sur un D4S, j'avais une batterie d'avance pour cet appareil-là, et ben pour le Z6, je vais avoir deux batteries d'avance. Parce que au niveau de l'autonomie, pour faire simple, sur un mariage, globalement, ça va être 3000-3500 photos dans la journée. Un Nikon D4S va facilement faire 3000 photos avec une seule batterie, et un Z6 va en faire 450, et encore. Peut-être un petit peu moins, parce que justement, il y a l'écran et la visée qui est électronique, et donc il faut prévoir d'avoir des batteries supplémentaires. Ah oui, donc t'imagines, parce qu'aujourd'hui sur le flux, alors sur un flux d'images qu'on peut avoir sur un mariage, quand j'étais sur du tout numérique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je produisais entre 5000 et 5500 images, voire 6000 sur certaines journées, donc ça veut dire qu'il faudra avoir 10 batteries avec soi sur une journée de mariage. Wow. Alors oui, mais alors peut-être parce que tu fais trop d'images pendant un mariage, mais non, mais en étant un petit peu moins moqueur, c'est pour ça aussi que ces deux appareils photo, il y a le principal qui est vraiment celui qui permet de travailler en toute quiétude, de se dire qu'un mode rafale va vraiment fonctionner dès l'instant où tu vas appuyer sur le déclencheur. Là, sur un Z6, vu que c'est un appareil électronique qui a aussi tendance à se mettre en veille très rapidement pour économiser les batteries, et ben de ce fait-là, il va y avoir un petit effet retard entre le moment où tu vas appuyer sur le déclencheur et le moment où il va prendre la photo. Et ça, c'est un petit défaut, et c'est pour ça justement que pour l'instant, c'est encore un appareil B, même si je voudrais le faire passer en appareil A. Et c'est pour ça aussi que ça serait bien que Nikon sorte un produit de la même catégorie, avec 2 slots de mémoire, avec une batterie, enfin un grip complémentaire pour pouvoir mettre 2 batteries, et un truc qui carbure et qui n'aille pas de temps mort. Chose que pour l'instant on ressent encore un tout petit peu. Mais bon, après, tous ces éléments négatifs, ils sont compensés par la miniaturisation du boîtier, sa légèreté, sa polyvalence. Le fait de pouvoir faire une vidéo avec aujourd'hui montre bien que c'est super polyvalent. Et j'aurais moins de scrupules à faire de la vidéo avec un Z6 qu'avec mon D4S qui est capable aussi de le faire. Alors la différence quand même, c'est que ton D4S ne filmait que en Full HD, et aujourd'hui ton Z6, bah là on tourne en 4K par exemple à 24 images secondes, donc bon. Après il y a quand même 50 technologies d'écart, faut pas l'oublier. Moi mon D4S je l'avais acheté en 2015, on est en 2020, voilà, il y a quelques années de technologie d'écart. Mais une question que je me pose aujourd'hui, est-ce que d'après toi, tu penses que, alors là on a le D6 qui va arriver, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un équivalent chez Nikon du D6 mais en version hybride? Ouais, c'est probable, ils ont forcément ça dans les cartons. Après, avec l'actualité actuelle, mondiale, il y a peut-être moins d'ingénieurs qui travaillent dessus, moins d'équipes marketing qui travaillent dessus, donc on pourra attendre facilement après les JO. Déjà le Nikon D6 il devait être présenté réellement pour les JO, et maintenant que les JO sont repoussés un petit peu plus, ça retarde encore plus le planning, sans parler des usines. On se souvient d'il y a quelques années, il y avait eu des incidents, il y avait eu des raz-de-marée, le tsunami, ainsi de suite. Il y a certains appareils photo de Nikon qui étaient programmés, qui devaient sortir, et ils ne sont jamais sortis parce que les usines elles ont pris l'eau et qu'on ne pouvait rien y faire. Alors c'était pas tant les usines japonaises que les usines qui étaient à Taïwan. Et là, bon, pour Nikon, c'était une dure période, parce que zapper complètement de la gamme un appareil en particulier, qui dans mes souvenirs devait s'appeler le D400, c'est un vrai manque à gagner. Parce ils avaient sorti le D300S et pas de D400, et par contre il y a eu un D500 beaucoup d'années plus tard.
Ouais. Mais le D500 d'ailleurs, alors moi j'ai jamais travaillé avec, mais il paraît que c'est un boîtier qui est extraordinaire aussi celui-là. Oui, en APS-C pour le coup. Et j'aurais bien voulu tenter cet appareil-là, mais à force de travailler avec des boîtiers plein format, c'est difficile de revenir en arrière sur quelque chose qui, dans le système global et dans l'environnement, on représente les mêmes outils, parce que c'est les mêmes objectifs, c'est la même ergonomie du boîtier. Par contre, un 50 mm n'est plus un 50 mm. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un produit comme le Z6 qui reprend le principe du plein format, alors que j'aurais pu opter pour un format 4 tiers. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des 4 tiers ou qu'est-ce que tu penses des APS-C aujourd'hui, dans ta pratique? Alors, on l'avait justement abordé pendant le précédent tournage. Je vais modérer un petit peu mon propos différemment. Aujourd'hui, je fais une différence moi, entre le micro 4 tiers et on va dire ce qu'on appelle chez Canon l'APS-C, chez Nikon le DX, comme le D500, etc. Aujourd'hui, je ne me verrais pas travailler avec un appareil en DX, enfin déjà DX en 4 tiers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous, dans notre pratique, on vend des tirages, des agrandissements sur tableau bois qui vont jusqu'à 1,50 m et des albums. Et la problématique du DX, c'est qu'on n'a pas forcément la même quantité de détails et le même rendu qu'un FX. Et donc, du coup, moi, ça me gêne un petit peu. Au-delà du fait qu'on perd effectivement en champ de vision, etc., ça, c'est pas très très grave. C'est plutôt ce qu'on va appeler le piqué, le rendu brut, qui sera pour le coup moins bon qu'un plein format. Donc déjà, rien que pour ça, aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas dans mon activité de photographe studio et de photographe de mariage. En ce qui concerne le micro 4 tiers, pour les mêmes raisons, déjà dans un premier temps, non. Par contre, en vidéo, le micro 4 tiers, aujourd'hui, c'est une arme redoutable. Je pense à des boîtiers comme le GH5 qui sont très bons. Quand tu lui mets certaines optiques, j'ai un ami, lui, qui travaille avec les optiques de chez Xin, qui sont les optiques de chez Samyang, mais version cinéma, le rendu, il est extraordinaire. Mais parce que traditionnellement, en vidéo, on ne travaillait pas forcément en plein format, on travaillait plutôt sur ce qu'on appelait le Super 35, qui est l'équivalent du DX. Et du coup, on a un rendu qui est très très bon pour la vidéo, pour du film, etc. C'est très très bien pour filmer. C'est différent du plein format qu'on a là, tous les deux, parce que Vincent filme au Z6, moi au D850, donc c'est un rendu qui est vraiment différent, mais qui marche très très bien pour la vidéo. Mais encore une fois, pour de la photo, c'est gênant. Et du coup, plus le capteur est petit et moins on a de profondeur de champ, enfin non, plus on a, enfin bref, plus la zone est floue, je sais jamais si c'est moins ou plus à chaque fois, mais moins on a ce flou d'arrière-plan, si le capteur, voilà, moins on a ce flou d'arrière-plan, plus le capteur est petit et moins on a justement du coup ce flou d'arrière-plan, ce bokeh, plus il est grand, plus on en a, et du coup, en portrait, on le cherche quand même ce flou d'arrière-plan. Donc, pour ma part, c'est moins intéressant. Je sais qu'aujourd'hui, et ça je t'en parlais tout à l'heure, beaucoup de mes confrères de photographes de mariage sont passés sur des boîtiers comme le Fuji X-T3 et maintenant le X-T4 qui vient de sortir. Aujourd'hui, Fujifilm, ils n'ont plus rien à prouver. Au niveau de la color science, comme dirait un copain, ça marche très bien, les couleurs sont très belles. Au niveau optique, ils n'ont plus rien à prouver, Fuji, clairement. À ce niveau-là, ils sont très bons. Ils savent faire des très bons boîtiers. Ça fait plusieurs années qu'ils sont partis sur ce créneau-là, bien avant Sony, Nikon et Canon. Ils savent faire des boîtiers, mais comme les capteurs sont plus petits, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, moi, c'est un choix que j'aurais pas fait. Mais je sais que beaucoup l'ont fait et ils sortent des images qui sont très bonnes. Moi, je suis moins à l'aise avec ça, en tout cas. Après, il y a d'autres marques qui en ont fait. On parlait de Panasonic tout à l'heure. Pareil, avec sa gamme Lumix, comme le GH5. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, eux sont plus partis sur de la vidéo. Ils font pour moi, c'est pas des appareils photo, mais plus des caméras compactes, à mon sens, en tout cas. Et ça marche très très bien. Réellement, ça marche très bien. Mais pour moi, en tant que photographe portraitiste, en tout cas, non, pour moi, ça fonctionne pas encore. Ça fonctionne pas à ce niveau-là. Et toi, justement, est-ce que t'aurais plutôt, si aujourd'hui tu refaisais ton choix par rapport au Z6, est-ce que tu serais passé sur un XT3 ou ce genre de choses-là, ou est-ce que tu resterais vraiment uniquement Nikon avec ces boîtiers-là? Pour le coup, j'ai un peu tenté avec Fuji. Je me suis acheté un HX1 qui a un boîtier hybride. Alors de mémoire, il est plein format, ou peut-être APS-C, ou peut-être entre les deux. Ça doit être encore un format un peu bâtard. La grosse problématique, c'est être obligé de racheter tout son parc d'optique. Là, avec les Z6 et avec la bague d'adaptation, on peut facilement récupérer ces optiques 50 mm, 85 mm, 100 mm, ainsi de suite, les remettre dessus, bénéficier de l'autofocus, pouvoir travailler facilement et avec une appréhension assez rapide, parce que tout se voit à travers le viseur. On voit les zones de crête, on voit s'il y a des zébras pour les zones de netteté, donc on gagne vraiment en simplicité.
tout ce qui est Fuji, bah, il faut repartir vraiment de zéro. Si on utilise des bagues d'adaptation, bah, il n'y a pas de mise au point automatique. Et ça, pour moi, c'est une vraie difficulté. Alors, après, je suis bien conscient que dans mon usage pour l'instant du Z6, finalement, je n'utilise que des optiques qui sont dérivées de mon D4S et que j'aurai un rendu qui serait bien meilleur si j'utilisais les vraies optiques, les nouveaux 24-70 f4 ou 2.8, enfin des optiques qui pour le coup coûtent très très cher. Maintenant, bon, c'est un compromis technique et là encore c'est aussi en attendant un futur appareil venant de Nikon qui bénéficiera de toutes les demandes qu'on formule tous les deux. Donc il y a un double slot mémoire, plus de batterie et ainsi de suite. Mais ce qui m'a fait vraiment pencher vers ces appareils-là, bah, c'est le fait de me dire, bah, je prends la bague d'adaptation, je peux mettre mes optiques, et après, bah, j'ai juste à me faire plaisir au niveau de la magie. Et même chose, tu disais que le D4S avait déjà 5 ans, alors effectivement, c'est vrai. Et le gap technologique entre mon boîtier argentique, que j'ai envie de dire quand même d'ancienne génération, et ce Z6, bah, c'est l'écran orientable, l'écran tactile, le viseur, le fait de pouvoir déterminer les zones de crête et donc les zones de netteté. C'est aussi le fait de pouvoir faire du focus snacking. Avant, on ne pouvait pas le faire, ou il fallait le faire vraiment précisément. Là, on peut le gérer parce que l'automatisme permet de le faire. Et ça, c'est un gros point fort. Et j'attends... Enfin, le parc optique peut être utilisé. Ça, c'est vraiment un point super important. Mais après, Fuji, c'est super classe. Si on commence la photo ou si on est prêt à changer 100% de son parc optique, eh ben, allez-y franco, c'est super bien, l'ergonomie est belle. Elle est bien plus simple sur un Fuji que sur un Sony, et ça, je le confirme aussi, pour revenir sur le premier sujet qui t'avait marqué. Et là, pour le coup, bah, pour revenir sur le Nikon, bah, les menus, c'est comme avant. Même plus simple, parce que vu qu'on a l'attrait du tactile, et ben on rentre dans les menus super facilement. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà sur ton boîtier, parce que toi, tu as un nouveau Sur le boîtier. D850, oui, effectivement. Sur le D850, j'ai du tactile. Je t'avoue que je m'en sers pas parce que j'aime pas mettre mes gros doigts gras sur. Enfin, les traces de doigts sur l'écran, moi, ça me gêne un petit peu. Mais j'ai encore mes réflexes de vieux con avec le bouton, avec les boutons, avec les menus. Et donc, du coup, non, je l'utilise pas. Par contre, tu parlais du focus stacking. On l'a aussi sur le D850. Ils l'ont introduit dessus. Ça, c'est très très bien pour les gens qui font de la photo de produit. Pour l'expliquer très brièvement, le focus stacking, c'est quoi? C'est quand tu veux faire une photo d'un produit, par exemple, je prends le cas d'une photo d'une bague, que tu as besoin de faire en macro, mais du coup, tu peux pas fermer ton diaphragme suffisamment pour avoir toute ta zone parfaitement nette. En fait, l'appareil va faire plusieurs photos avec différentes mises au point faites à différents endroits pour que toute l'image soit nette, et ensuite, il faut empiler les images pour avoir une image parfaitement nette en tout point. Avant, il fallait faire ça sur Photoshop. Maintenant, le D850, par exemple, sait le faire tout seul. Je t'avoue que j'ai jamais fait avec. Je m'en suis pas servi de cette fonction-là, comme beaucoup d'autres fonctions, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Je voudrais juste revenir sur. Je reviens juste sur un point. Tout à l'heure, tu disais il faudrait être prêt à changer tout son parc optique, etc. Je pense qu'il y a un moment. Alors, je parle pour les gens qui sont comme nous, qui sont en entreprise, en société, où il y a un moment donné, on parle d'une histoire d'amortissement. Alors là, ça va loin, mais il faut amortir ton matériel. Au bout d'un certain temps, ton matériel est amorti, tu peux te permettre de le changer. Alors on sait que les boîtiers, ça se change. Dans mon cas, c'est à peu près tous les 4 ans, à peu près, qu'il faut que je change mes boîtiers. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi suivre les technologies pour être un petit peu, on va dire, pas concurrentiel, mais il faut pouvoir avancer avec son temps. Et il doit y avoir une période où le fait de changer son matériel, étant donné que le matériel précédent a été amorti, ça peut être une idée de se dire, bah voilà, j'avais une gamme d'optiques Nikon qui a bien vieilli, ils ont fait le boulot, etc. Je vais les revendre, et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je vais acheter du nouveau matériel. Pourquoi pas changer de marque? Aujourd'hui, on n'est pas figé. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai suivi dans mes différentes évolutions, depuis le D800, je suis resté Nikon. Rien n'empêche à ce que dans 3 ans ou 4 ans, quand je vais changer mon matériel, dire bon, Nikon c'est bien, mais Canon fait mieux, parce que je sais que là, ils sortent l'EOS 5, qui doit être l'équivalent du 5D, mais en version hybride. De ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être de la folie furieuse. Leurs optiques qu'ils ont sorties chez Canon, wow, c'est de la folie furieuse. Ils ont ressorti leur mythique 50-1.2. Comment te dire, tiens, rien qu'en parlant,
Rien qu'en en parlant, ça me fout des frissons. C'est une optique qui pour moi est... Ah ouais, non, mais... Moi, le 51... Ah ouais, je te jure, c'est de la folie. C'est de la folie. Le 50 et le 85 1.2 de chez Canon, c'est de la folie furieuse. Si j'avais été chez Canon, c'est des optiques que j'aurais repris. Mais pour plein de raisons, je suis resté Nikon. Mais vraiment, c'est... Voilà. Et je pense qu'il faut rester ouvert à ce niveau-là. Et pas dire, je suis Nikon, je resterai Nikon pendant 25 ans. Non. Ça évoluera. Je vous dis dans 3, 4, peut-être 5 ans, parce que le D850 tient le coup. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, quand il faudra changer de boîtier. Ouais, pourquoi pas partir sur du Fuji, on verra bien. Ah, bon, on en rediscutera sur un autre sujet. La vidéo commence à être un tout petit peu longue. À la limite, on va clore le sujet là-dessus en disant qu'il y a encore des progrès à faire sur les produits hybrides, mais que c'est une belle voie de progression. On va se retrouver prochainement tous les deux pour faire une autre discussion photo. Est-ce que tu as un sujet de prédilection à mettre en avant ? Eh ben oui, complètement l'inverse de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est-à-dire que tout à l'heure je disais qu'effectivement sur les pleins formats on va chercher du détail, du piqué, etc. Tout ça c'est très bien, mais toi comme moi dans notre pratique aujourd'hui on en revient à ça, l'argentique. Et on pourrait dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai choisi le Nikon F5, toi le F4 et tous les boîtiers argentiques que tu as. On pourrait parler un petit peu effectivement de tout ça, de ce choix du retour à l'argentique sur une partie de notre activité. Si ça intéresse. Moi ça me plaît, donc ça nous plaira tous et comme ça on pourra partager notre passion et puis partager notre discussion à deux, mais surtout avec tout l'univers entier, car tout l'univers nous regarde. Oh, c'est génial. Bon, on va espérer que cette fois-ci que ton son se soit bien enregistré, que mon image soit bien enregistrée. Oui, puis on croise les doigts. Si vous voyez la vidéo, c'est que c'est bien, c'est que ça a marché. C'est qu'on s'y met. Si vous la voyez pas, j'aurais les. On s'y est mis à plusieurs fois pour le faire et cette fois. On est au top, on va le faire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Restez à la maison, restez confinés, restez au chaud, profitez du soleil, profitez des Velux, profitez de tout ça. Je te laisse faire un mot de la fin aussi. Écoute, mon mot de la fin, ce sera comme toi, ce sera rester chez vous. Alors je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, on est en pleine crise du Covid-19. Tous à la maison, donc restez chez vous, ne faites pas de photos dehors. C'est ce qu'on vous dira le prochain coup, vous faites des photos dehors, mais restez chez vous. Et à bientôt. À bientôt aussi, je partage tout ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous fait des bisous et des câlins et tout ce qui va autour. Allez, ciao!